Allô tout le monde. Je suis très heureuse, mais surtout très fière de m'adresser à vous aujourd'hui au nom de la relève de la CAQ, chez moi, à Saint-Hyacinthe. J'ai grandi ici, dans une belle grande famille de 5 enfants, et j'étudie maintenant pour devenir enseignante au primaire. Ça... Ça fait plus de 3 ans que je m'implique dans notre belle famille politique. J'ai été candidate en 2022 dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques à Montréal. Et depuis presque 1 an, j'ai la chance de présider notre aile jeunesse. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, dans nos débats d'aujourd'hui, la CAQ attire énormément de jeunes motivés, brillants et ambitieux. Ils sont engagés pour notre nation. Ça prouve qu'il n'y a pas juste un moule ou un parti politique pour la jeunesse. Il y a autant de place pour la jeunesse québécoise dans les familles politiques qu'il y a de jeunes. Et beaucoup d'entre eux ne se reconnaissent pas dans l'image qu'on leur renvoie dans les médias, dans la case où des fois on voudrait les enfermer. C'est des jeunes nationalistes, des jeunes ambitieux, des jeunes pragmatiques, qui veulent créer de la richesse, défendre notre nation et surtout changer le Québec. C'est nous, les centaines de jeunes de 16 à 30 ans, de la relève caquiste. Depuis plusieurs années, on a amené des enjeux, des discussions, des propositions au sein de notre parti et dans la société en général. Et comme présidente, je suis fière de voir les résultats que ça porte et qu'on est entendu par les membres du parti et du gouvernement. Par exemple, le mois passé, le premier ministre et ministre de la Culture ont annoncé le Musée national de l'histoire du Québec, le premier musée 100% sur l'histoire de notre nation. Et ça, c'était une proposition de mon prédécesseur, Kevin Brasseur, en 2021. C'est une belle victoire pour nous, les jeunes nationalistes de la relève. Que le gouvernement crée une institution comme celle-là, ça nous rend fiers que la voix des jeunes soit entendue. On peut dire que la relève a aussi vu venir le thème du Conseil général d'aujourd'hui. En 2019, notre président, Kevin Paquette, lançait déjà la réflexion sur les conséquences des écrans sur la santé physique et mentale des jeunes. On appelait le gouvernement à se pencher sur ce problème-là. 5 ans plus tard, la question prend de plus en plus de place dans le débat public. Et comme jeunes caquistes, on est très bien placés pour contribuer à la discussion parce que ce sujet-là nous touche directement dans notre quotidien. Comme tous les jeunes de notre génération, on a grandi avec les écrans et les médias sociaux. Et contrairement à la majorité des gens dans la salle, pas vous vexer, là, on n'a pas découvert ça comme adultes. À partir de 10, 12 ans, même avant, notre enfance et notre adolescence a été marquée par ces plateformes-là. Au début des années 2010, quand Facebook et Instagram ont commencé à être populaires, on ne les encadrait pas. On ne connaissait pas ça. On ne savait pas comment les traiter. Ma génération s'aperçoit maintenant qu'elle a vécu une expérience sociale à grande échelle. On a littéralement été les cobayes de Meta. Maintenant, on se rend compte des conséquences qu'une utilisation incontrôlée des écrans et des médias sociaux a sur nous. Le manque de sommeil, parce que la lumière des écrans nous garde éveillés, ou encore parce qu'on reste sur les médias sociaux jusqu'à tard dans la nuit. Sinon, le manque d'interaction sociale, en chair et en os, d'humain à humain, parce que nos relations d'amitié se déplacent dans le virtuel. Mais ces relations-là ne peuvent pas remplacer les soupers entre amis, les sports, les vrais moments ensemble. On voit aussi que notre capacité d'attention est affectée. Quand on pense toujours à la prochaine notification, c'est difficile de rester concentré sur une tâche, sur une idée ou une conversation. Même moi, comme enseignante, future enseignante, je le vois dans mes classes où je remplace. Au final, on se rend compte que trop de jeunes ont développé une dépendance aux médias sociaux. Plusieurs de ces applications-là ont été pensées comme des machines de casino pour nous inciter à vouloir revenir encore et encore.
Elles sont aussi partiellement responsables des problèmes de santé mentale qu'on voit chez les jeunes depuis plusieurs années, particulièrement chez les jeunes filles. Être constamment comparé, jugé sur notre apparence dès un très jeune âge, c'est extrêmement malsain. Et c'est un cercle vicieux dont on doit se sortir. On ne peut plus rester les bras croisés. On doit imposer des limites à ces plateformes-là et dans nos institutions aussi, pour assurer notre propre bien et celui des plus jeunes. Pour nous, c'est juste normal. Le premier endroit où on peut agir, c'est l'école. Je veux saluer la décision du ministre de l'Éducation d'interdire l'usage des cellulaires dans toutes les classes du Québec depuis le mois de janvier. C'était la chose à faire. Aujourd'hui, la relève veut amener la réflexion encore plus loin. Les cellulaires sont encore permis dans les aires communes, en dehors des cours. Beaucoup de jeunes ont maintenant un ordinateur ou une tablette avec eux en classe. Et les tableaux interactifs sont devenus la norme. Ils sont essentiellement des écrans géants dans nos classes. Mais c'est une question compliquée, parce que c'est important d'apprendre à se servir de ces outils-là, notamment pour le travail plus tard. Et ça serait trop simple de tout rejeter ça en bloc, de dire qu'on veut aucun écran dans nos écoles au Québec. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut baliser l'utilisation des écrans à l'école pour que ce soit dans un usage professionnel et pédagogique, mais pas pour le divertissement. Ça, on peut le faire à la maison, il y a bien des heures pour le faire. L'école, c'est un endroit pour bouger, pour parler avec ses amis et pour faire des activités ensemble. Ça doit le rester, sinon on va priver les prochaines générations d'une partie de la magie de l'enfance et créer de la solitude comme jamais. Nos parents n'ont pas nécessairement connu la crainte pour leur réputation en ligne avec laquelle beaucoup de jeunes vivent aujourd'hui. Maintenant, le harcèlement et l'intimidation peuvent faire plus de dommages plus rapidement à travers Internet. On voit trop de cas d'images intimes de mineurs qui circulent sans consentement, dans les écoles notamment. Ça, c'est de l'humiliation et du dénigrement. On ne veut pas ça. Tout ça. Tout ça, ça se fait souvent à l'insu des parents, qui ne peuvent pas tout savoir. Mais on ne peut pas les laisser seuls avec ce fardeau-là. Nous, on veut protéger le droit à l'image des mineurs. Que les images d'enfants qui portent atteinte à leur dignité soient retirées rapidement des plateformes quand ils en font la demande. On ne peut plus laisser les géants du Web s'en laver les mains quand ils contribuent à briser des réputations et, dans certains cas, des vies. Maintenant, on sait que les médias sociaux créent des dépendances et qu'ils sont conçus pour ça. La relève pense qu'on doit les traiter en conséquence. Il y a un âge minimum pour acheter de l'alcool, pour acheter du cannabis, pour acheter un billet de loterie, et c'est normal. C'est pourquoi on a eu un long débat aujourd'hui sur la proposition de la majorité numérique, c'est-à-dire un âge minimum pour se créer un compte sur les réseaux sociaux que les plateformes vont devoir faire respecter rigoureusement. On a proposé 16 ans, on trouvait que c'était raisonnable. Maintenant, on va laisser les experts continuer sur la question de l'âge. Mais pour nous, ça avait du sens parce que c'est l'âge que plusieurs spécialistes proposent notamment. Surtout, la proposition de la majorité numérique va permettre aux jeunes de vivre une bonne partie de leur enfance et leur adolescence sans la pression ni le regard des autres, sans compter les effets nocifs sur la santé mentale et physique des jeunes. C'est un geste courageux, mais on pense que c'est devenu nécessaire. Pour nous, ça fait partie d'une nécessité plus large de rendre Internet sécuritaire pour les jeunes. Et ça implique aussi de contrôler l'âge de manière rigoureuse pour accéder à des sites pour adultes, comme les sites pornographiques ou les jeux de hasard. On voit trop d'histoires d'horreur de mineurs qui deviennent accros à la pornographie ou à des jeux de hasard, parfois aussi jeunes que 12 ans. Et ça n'a aucun bon sens. Ceux qui tirent profit de ces industries-là
ne peuvent plus faire comme si de rien n'était. On veut qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils fassent respecter les lois qui existent déjà pour protéger les mineurs. Comme je le disais, ma génération a été frappée de plein fouet par l'arrivée du numérique et des médias sociaux. J'ai maintenant 22 ans et avec le recul, je me rends compte que comme beaucoup de jeunes, on a été exposés à des contenus, des plateformes et des risques qui devraient être mieux encadrés. On a le devoir de faire mieux pour les générations qui suivent. Et les jeunes comme nous ont un rôle central à jouer pour que le laisser-faire dans lequel on a baigné ne se reproduise plus. Pour que les enfants et les adolescents développent moins de problèmes de physique, les problèmes de santé physique ou mentale, qu'ils vivent moins de solitude, qu'ils soient moins dépendants et qu'ils aient une meilleure capacité d'attention, bref, qu'ils soient plus libres. Comme présidente de la relève, je suis vraiment fière qu'on ait ces réflexions-là à la Coalition Avenir Québec. Au mois de septembre, on va continuer de réfléchir à ce qu'on veut pour la jeunesse avec un congrès de la relève. Donc, j'invite les jeunes à venir en grand nombre. Ça va être une belle occasion de rêver ensemble à ce qu'on veut pour l'avenir. Et pour terminer, j'ai le goût qu'on revienne un peu sur le chemin parcouru ensemble depuis 2018. Les jeunes de mon âge ont grandi sous des gouvernements libéraux. Dire qu'on était fiers d'être Québécois, c'était tabou. Avoir de l'ambition économique pour notre nation, ça aussi, c'était tabou. Et pour les élèves dans les écoles, c'était l'austérité. Pour tout vous dire, c'était pas une période qui donnait le goût de s'impliquer en politique pour des jeunes comme moi. Mais depuis 2018, on sent que le Québec change de cap. Enfin, on a un gouvernement économique qui crée des emplois bien payés et qui rend les conditions de travail plus attirantes que jamais dans nos services publics pour les jeunes enseignantes comme moi, par exemple. Oui, on est très fiers. Bien oui. Enfin, on a un gouvernement qui recommence à bâtir le Québec. Je pense aux nouvelles écoles lumineuses qui donnent le goût d'apprendre, aux maisons des aînés, pour donner aux personnes âgées les soins qu'elles méritent, aux nouveaux barrages qui s'en viennent pour nous donner plus d'électricité propre. Enfin, on a un gouvernement nationaliste qui assume tout haut la fierté d'être Québécois et Québécoises. On met... Mais oui. Et un gouvernement qui met tout en place pour que la suite de l'histoire du Québec s'écrive en français. Depuis 2018, on sent que le Québec se remet en mouvement. Moi, mon but, c'est qu'il y ait toujours plus de jeunes avec nous pour faire entendre notre voix au gouvernement. Mais surtout, pour continuer de redresser le Québec. Venez-vous-en, il y en a de la place pour tous les jeunes dans l'équipe du changement. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une très bonne fin de Conseil général.